Bonjour Amélie, bonjour, plaisir de vous avoir pour Premier Sang, votre dernier roman, auréolé du prix Renaudot, et tellement mérité, mais vous êtes là également un peu pour peut-être une première visite à Colmar. Première fois de ma vie à Colmar, vous imaginez mon émotion, et je suis reçue en plus au théâtre de Colmar, c'est vraiment magnifique. Dans le décor de la pièce qui va se jouer ce soir, du théâtre en alsacien. Génial. Ah, je mesure l'honneur qui m'est fait. Alors, une autre scène qui est a priori extravagante, mais qui est en même temps tragique, c'est la scène d'ouverture de Premier Sang. On dirait un agneau parmi les loups, ou pour une référence biblique qui vous intéressera peut-être, un innocent aux mains pleines, donc votre père, puisque ce livre pourrait s'intituler aussi Autobiographie de mon père. Votre père, Patrick Meuton, face à un peloton d'exécution. Racontez-nous ça. La jeunesse de ce livre est la plus simple et la plus commune. J'ai perdu mon père. Tout le monde est appelé à perdre son père. C'est la tragédie de tout le monde. Mon père est mort le 17 mars 2020, c'est-à-dire le premier jour du confinement. J'ai été confinée à Paris. Et pour cette raison, je n'ai pas pu me rendre aux funérailles de mon père. Double peine. Non seulement perdre son père, mais ne pas pouvoir aller lui dire au revoir. Bon, ça a commencé très mal, hein. C'était un deuil raté. 6 mois plus tard, j'ai pu aller sur la tombe de mon père, mais il était bien tard. Et je voyais bien que les choses ne se passaient pas comme elles devaient se passer. Non seulement ma souffrance n'évoluait pas, mais en plus, mon père me parlait continuellement dans ma tête. Ce qui était très émouvant. Mais je me suis posé des questions quand même. Qu'est-ce que c'est que ce père mort qui parle tout le temps à sa fille? Est-ce que c'est bon signe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui lui manque? Il attend quelque chose de moi. Après tout, je suis écrivain. Bah, sans doute que ce qu'il attend de moi, c'est que j'écrive le livre de mon père. Et bon, je me suis demandé comment faire ce livre. En plus, pour moi, c'était une urgence encore plus grande que pour lui, puisque ma souffrance était grande, mon deuil était raté. Je me suis dit, faisons plus fort que de rendre hommage à mon père, ressuscitons mon père. Il faut que je le ressuscite, comme ça je pourrais lui dire vraiment au revoir. Comment faire pour le ressusciter? Eh bien, écrivons le livre à la première personne du singulier, que papa devienne vraiment moi. Je coupe tout de suite, c'est quand même une drôle d'autorisation que vous donnez à ce moment-là. C'est-à-dire quel aplomb. Je mesure en effet l'aplomb que cela suppose. Je pense que la seule chose qui m'autorisait à avoir un tel aplomb, c'était que mon père et moi, on s'aimait vraiment. Ce n'est pas un procédé que je m'autoriserais avec n'importe qui. C'est un acte en effet très fort de parler au nom de quelqu'un d'autre en employant le jeu. Mais voilà, donc j'insiste sur le fait que je ne ferai pas ça avec n'importe qui. Ceci ne répond pas exactement à votre question. Vous me demandiez pourquoi cette scène d'ouverture par un peloton d'exécution. Après tout, j'écrivais ce livre parce que mon père était mort. Chose étrange, je n'avais pas prévu que mon père meure. Et je me suis dit, il est question quand même de la mort de mon père. Racontons donc l'histoire de mon père avec la mort. Mon père a eu un premier rendez-vous avec la mort. En 1964. En 1964, il avait 28 ans. Il s'est retrouvé devant le peloton d'exécution. Tout le monde ne s'est pas retrouvé devant le peloton d'exécution, et surtout en réchappant. Donc, spoiler la fin. Racontons le rendez-vous raté de mon père avec la mort. Et c'est pour ça que ce livre commence par une scène de peloton. Ce n'est pas la première fois qu'intervient en littérature une scène de peloton d'exécution, puisque Dostoïevski raconte la même chose dans Souvenir de la maison des morts. Dostoïevski a aussi connu le peloton d'exécution en réchappant. C'est quand même pas une situation qui arrive à beaucoup de gens. Et mon père a raconté ça aussi. Mon père a écrit 2 livres sur ses souvenirs. Mon père raconte ça dans un de ses 2 livres de souvenirs, et d'une façon épouvantablement insatisfaisante. C'est-à-dire que mon père, en homme de sa génération, qui ne raconte pas ses sentiments, surtout si ses sentiments sont négatifs, raconte le peloton d'exécution, mais sans y mettre aucune émotion. En gros, il raconte, oui, je me suis retrouvée devant... Rassurez-vous, je ne vais pas me déshabiller plus que ça. En gros, il raconte, je me suis retrouvée devant le peloton d'exécution,
Et puis finalement, je n'ai pas été tué, et puis on est passé à autre chose. Bon, moi je lis ça, deux fois je me dis, mais merde, quoi, tu vas pas me faire croire, tu t'es retrouvé pour un peloton d'exécution, tu vas pas me faire croire que tu n'as pas éprouvé ce que Dostoïevski raconte si bien, à savoir le temps qui recule, le temps qui s'arrête, les vertiges, les extases, la sensation qu'on n'y arrivera jamais, enfin, tout bon, c'est pas possible. Tu as forcément éprouvé ça, papa. Oui, tu l'as forcément éprouvé. Simplement, tu l'as pas dit parce que tu trouvais que ça ne se faisait pas. Juste pour remettre en perspective, donc on est en 1964, et il est consul, c'est son premier poste. C'est son tout premier poste. Consul général de Belgique, à Stanleyville, qui s'appelle aujourd'hui Kisangani, au Congo. Tout à fait. Et le 6 août, a lieu dans la ville une rébellion qu'on qualifiera, ou qui se qualifie de marxiste pour aller très vite. Oui. Et les rebelles prennent en otage les 1500 habitants blancs de la ville et les parquent dans un hôtel. Dans un hôtel, et mon père, jeune consul, se retrouve dans la peau du négociateur, à la fois otage et négociateur. Tous les matins, les rebelles congolais prenaient leur kalachnikov, visaient les otages et leur disaient « on va tous vous tuer ». Et tous les matins, mon père, en tant que négociateur, disait « oui, bien sûr ». Mais auparavant, nous allons parler. Et tous les matins, mon père relançait ce qu'on appelle la palabre, c'est-à-dire cet exercice d'éloquence africaine extraordinaire qui fait que... Il apprend donc sur le tas. Il apprend sur le tas. Lui qui, à la base, était quelqu'un d'aussi taiseux que moi à la base. Je devine que vous pensez, parce qu'elle je n'ai pas toujours été la personne que vous voyez là. Quand j'étais très jeune, j'étais moi aussi quelqu'un de terriblement timide et de terriblement taciturne. Mon père était la même personne que moi parce qu'il paraît que nous nous ressemblons étrangement. Donc c'est une espèce d'instinct de survie qui lui fait d'essayer, parce que ça ne sera pas toujours un succès, d'essayer de retarder l'échéance du massacre. C'est ça. Donc il se dit, au moins retardons l'échéance du massacre, parce que chaque jour où je retarde l'échéance du massacre, je renforce les probabilités que les sauveurs arrivent, les que les parachutistes arrivent. Et il a tenu comme ça pendant 4 mois, tous les matins, ce petit scénario a repris, c'est-à-dire relancer la palabre jusqu'à ce que tous les rebelles tombent endormis de fatigue. Et lui par mieux. Mais déjà, ne serait-ce que ça, parler pendant 4 mois dans une telle peur est héroïque, mais je rappelle que mon père ne savait pas combien de temps ce petit scénario était censé durer. Il pouvait tout aussi bien penser que ça durerait jusqu'à la fin des temps. Et il y a eu bien des hauts et des bas, des échecs, puisque de temps en temps, l'un ou l'autre rebelle qui n'était pas contrôlé par le chef tirait dans le tas. Il y a eu une centaine d'otages tués quand même. Et mon père était allergique à la vue du sang. C'est-à-dire que mon père s'évanouissait à la vue du sang. Donc ça lui faisait un talon d'Achille. Il savait très bien que si on tuait quelqu'un autour de lui, il ne fallait surtout pas qu'il regarde le mort, parce que sinon il s'évanouissait, et s'il s'évanouissait devant les rebelles perdaient toute considération pour lui et ne pouvaient plus le considérer comme négociateur. Donc voilà. La vue du sang, c'est une faiblesse qui lui venait, particularité, on va dire, qui lui venait de l'enfance. Qui lui venait de l'enfance, puisque son propre père était mort quand mon père avait 8 mois, dans un exercice de déminage. Mon grand-père paternel était... maternel. Paternel, puisque c'est la branche nôtre. Oui, absolument. On va retrouver notre jardin tout à l'heure. C'est ça. Était militaire et est mort complètement stupidement, même pas à la guerre. Il est mort dans un exercice de déminage. C'est-à-dire que ce jour-là, ce jeune militaire de 25 ans devait apprendre à déminer. Et au lieu de lui mettre une fausse mine, on lui a mis une vraie. Et c'est comme ça qu'il est mort. Vous avez une phrase très drôle, pardon, vous dites, à ce propos-là, vous dites comme quoi mourir, non pas mourir jeune, mais vous dites mourir est une tradition familiale. Oui, c'est vrai. Je comprends pour moi aussi, en fait. On a tous remarqué ça. Mourir est toujours une tradition familiale. Et alors, face à ce peloton d'exécution, il va vivre, vous lui faites vivre, une sorte d'expérience de mort imminente. C'est-à-dire qu'il va revivre toute son existence. C'est ça. Sa courte existence à ce moment-là. Il paraît que quand on sait qu'on va mourir, on va redéfiler toute sa vie sous ses yeux. Donc j'imagine que mon père, devant ce peloton d'exécution, voit défiler toute sa jeune vie devant ses yeux.
Et c'est ce qui me permet le fil narratif de ce livre. Donc l'enfance, la jeunesse de mon père, c'est-à-dire le père que je n'ai pas connu, puisque c'est le père avant moi. Et alors, c'est particulier, puisque donc Patrick, ce père, donc son père, Oui. a tout bébé, Oui. et il ne sera pas élevé par sa mère. Parce que sa mère était détruite par le chagrin. Parce qu'elle voyait dans cet enfant, elle savait donc seule qu'elle aurait cet homme qu'elle avait aimé. Oui. Et en fait, elle voyait son chagrin était caractérisé. Mon père incarnait son chagrin et pour cette raison, il était incapable de lui montrer son amour. Du coup, mon père a été élevé par ses grands-parents maternels jusqu'à l'âge de 6 ans, jusqu'à ce que le grand-père maternel, qui était général, s'aperçoive que le petit Patrick était en train de devenir une petite fille, puisque c'était la grand-mère qui s'occupait de lui, il avait des longues boucles, des anglaises. La grand-mère l'habillait avec des petits costumes de velours, avec des cols de dentelle et des bas de soie. Et il jouait à la poupée, enfin c'était... Le général voit ça, se dit, mais ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah, heureusement il existe une thérapie de choc. On va l'envoyer chez les Nothomb. Il passe l'été chez les Nothomb. Il ne connaissait pas encore les Nothomb. Ah non, licence. Voilà, il passe l'été dans une famille, pourquoi pas. Et là, alors, la grand-mère a dit non, pas ça, pitié. Non, pas ça, pour l'enfant, il n'a pas mérité un sort pareil. Il ne mérite pas un sort pareil. Et puis, si le grand-père, général inflexible, envoie le petit garçon passer l'été chez les Nothomb, et c'est là qu'on découvre le clan. Le clan de Nothomb. Donc, cette espèce de vision pratique, presque à la comtesse de Ségur, je dirais, ce château dans les Ardennes, un peu en vrac, un peu en ruine, enfin, voilà, vraiment une étrangeté, enfin, quelque chose de tout à fait singulier. C'est ça. Donc, mon père, à l'âge de 6 ans, débarque dans le château des Nothomb, au fin fond des Ardennes belges, et arrive en plein Dickens. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, on est chez les nobles, mais les nobles sont désargentés, donc ils crèvent de faim. Donc, dans le château, c'est la misère. Non seulement il n'y a pas de chauffage, mais il n'y a pas de nourriture. Et en plus, ne règne que le darwinisme pur et simple. C'est-à-dire que, surtout si on est enfant, on se nourrira qui pourra. La scène du dîner. La scène du dîner qui est hallucinante. Et je crois que c'est une chose qu'on ne mesure pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on pense tellement à l'inverse de ça. Aujourd'hui, il nous paraît évident qu'on donne à manger d'abord aux enfants, et que s'il en reste, c'est pour les adultes. Bon, là, l'affaire se passe en 1940. En fait, ça pourrait tout aussi bien se passer en 1840. C'est le 19e siècle qui, vraiment, c'est... on nourrit d'abord les adultes, et s'il en reste, c'est pour les enfants. Donc à la tête de cette tribu, il y a le baron, donc un homme, vous écrivez, considérable. Voilà, le baron Nothomb, qui est donc mon arrière-grand-père, le grand-père de mon père. Avec une femme, une épouse énamourée, en adoration. Voilà, en adoration. Ces deux-là reçoivent à manger. Oui. La bonne lui rapporte à manger. Et puis, alors, l'enfant, qui sont 7, je crois, il y a 7 enfants. Il y a 13 enfants. Vous savez, dans ces milieux-là, vous allez en faire beaucoup. Et donc, l'aîné, on va avoir quelques-uns à l'arrivée, pour qu'il en reste quelques-uns. Oui, parce qu'il y en avait déjà 2 qui étaient morts, donc... Exactement. De faim. Donc, l'aîné, bon, ben, ça va à peu près, il y a encore quelque chose dans la soupière. Alors, la règle est simple. Pour les plus de 16 ans, il y a de quoi manger. En dessous de 16 ans, c'est vraiment, là encore, le darwinisme. C'est débrouillez-vous. Et alors, ils sont sales. Ils ne sont pas lavés, ils ne sont pas chauffés, ils ne sont pas nourris, ils ne sont pas éduqués. Ah, donc c'est absolument abominable, il faut appeler l'aide à l'enfance, enfin il faut faire quelque chose. Oui. Mais Patrick va adorer. C'est ça le miracle, c'est que mon père qui débarque là, qui est un petit garçon de la ville, bien nourri, tout propre et tout, découvre ces conditions de vie inqualifiables et adore. Adore, pourquoi? Parce que lui qui était un petit garçon solitaire découvre la joie d'appartenir à un clan. Même un clan épouvantable, il est humilié tous les jours. On voit bien que le petit garçon précieux avec ses bas de soie, il est rossé tous les jours par les autres enfants, mais c'est pas grave. Oui, mais il fait partie de quelque chose. Il appartient à quelque chose. Voilà. Et donc, enfin, comme Patrick, entre la sévérité tendre de mon papa, du côté maternel, et la liberté toxique tout de même, c'est ça, la liberté toxique de la tribu Nothomb, il ne va jamais tout à fait grandir. Oui, c'est vrai que mon père a toujours eu cette... Mon père, c'est un personnage très, 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 très étrange.
d'une positivité hors norme, qui, quoi qu'il arrive, trouve tout merveilleux. Bon, je tiens à signaler que mon père, qui a écrit un livre sur sa condition d'otage, il a raconté son expérience d'otage dans un livre, qui s'appelle Dans Stanleyville. Dans ce livre, ce qui revient à peu près à chaque page, c'est « Mais comme j'étais content, c'était merveilleux d'être otage, j'ai toujours voulu ça. » Bon, voilà, il avait quand même une particularité, quoi, une espèce de positivité maladive, de trouver formidable tout ce qui pouvait lui arriver. Mais j'avançais dans la lecture de Premier Sang et je me disais, mais comme vous ressemblez à votre père, parce qu'en fait, ne faites-vous pas écola à votre propre enfance, où liberté et solitude se donnaient la main, si j'ose dire. Ah, c'est à ça que vous faites allusion. Je pensais que vous alliez dire quand même, vous retrouvez devant Jacqueline Decker, dans le théâtre de Colmar, quelle expérience affreuse, et pourtant vous avez l'air très contente. Absolument, mais vous avez l'air aussi, et je ne vous demande jamais tort, Amélie. Tenez-vous encore un peu. Alors oui, parce que vous n'avez, non plus, vous n'avez jamais totalement grandi. Je pense que c'est finalement vrai que je ressemblais beaucoup à mon père. Et toujours. Oui. Oui, et dans ma construction personnelle, ça a été très intriguant. Puisque je suis le troisième enfant, la seule qui ressemble à son père, il a fallu que j'écrive ce livre pour que je me rende compte que mon père m'avait mise au monde à cause de ce qui lui est arrivé comme otage. Je n'avais pas compris. Comme quoi écrire des livres, ça sert à quelque chose. Et enfant, mes parents n'arrêtaient pas de me présenter aux gens en disant « Regardez, elle, c'est Patrick. Vous avez vu, c'est Patrick ?» J'étais là, furieuse, mais arrêtez, je ne suis pas Patrick, mais ouvrez les yeux. Et en même temps, d'une façon assez typique de moi, je leur emboîtais le pas en disant « Bonjour, moi c'est Patrick. » L'air de dire « Je vous prends à votre propre piège, vous allez voir que je suis Patrick. » Et ça me faisait enrager. On ne fait pas ça à un enfant de comparer. Vous voyez bien que je suis moi, cet être unique, en aucun cas Patrick. Et je pensais que cette éducation à ce moment, à la Newton, parce que vous aussi, vous deviez bénéficier, là, vous avez nommé votre père, d'une liberté toxique, je ne dévoile rien en disant que vous aviez une enfance de... Vous finissiez les vers, quoi. Il avait resté quelque chose. Peut-être vos parents, du moment que vous apportiez de bonnes notes à l'école, vous faisiez ce que vous vouliez. C'était la liberté totale à la maison, mais je vois quand même le progrès par rapport à l'éducation qu'a eu mon père. Enfin, on était nourris. Oui, il y a eu cette différence. Voilà, on était nourris, on était chauffés, on était aimés, nos parents nous aimaient. On nous faisait savoir à mon frère, ma soeur et moi qui nous aimaient. Donc voilà, c'était comparé à ce que mon père a connu, c'était le luxe. Hein. Et donc, je vous cite ce que vous dites à propos de l'enfant de votre père. Et donc, j'ai pensé à vous. Oui. Ce n'était pas une enfance recommandable, mais heureuse. Voilà. Mon père a été très heureux de son enfance et je pourrais en dire autant de la mienne, même si j'insiste sur le fait que mon enfance a quand même été beaucoup plus facile que celle de mon père. Ce n'est pas une enfance recommandable, mais c'est vrai qu'elle a été très heureuse. Alors il y a un point un peu plus grave peut-être, sur lequel on est dans le même registre, c'est-à-dire qu'il grandit il grandit heureux, mais en quelque sorte toujours aux aguets. Oui. Et je le reconnais aussi chez vous, ce trait de caractère. Bon, alors, dans le cas de mon père, je peux très bien comprendre. Enfin, il a perdu son père dans l'accident que j'ai raconté tout à l'heure. Il voyait bien que sa mère était une femme détruite. Comment ne pas être inquiet, hein? Il ne faut pas oublier que pour un enfant, l'amour de ses parents, ce n'est pas un détail. L'amour de ses parents, c'est une condition de survie. Si vos parents ne vous aiment pas, quand on est petit, on se dit que si nos parents ne nous aiment pas, c'est qu'on ne va pas être nourri, c'est qu'on ne va pas être protégé. Donc je comprends son inquiétude. J'ai toujours vu mon père à la fois très joyeux et très inquiet. Et après cette enfance vient aussi, et là je suis allé tôt également, en lisant Premier Sang, autour de l'adolescence. Oui. Je vous cite à page 63, à 15 ans, il est méprisé, son père va de soi. Plus loin, un père normalement t'explique dans quel monde tu vis. Mais ce n'était pas le cas, hein, de la part du baron. Avoir 15 ans s'avérait affreux. C'est franchement la puberté.
Et donc, je vous entends, quoi. Vous mettez ces mots dans la bouche de votre père, mais je vous entends. Oui, c'est vrai. Parce que vous dites aujourd'hui, pardon hein, d'être un peu long, vous dites aujourd'hui, j'aimais énormément mon père, mais est-ce que c'était si vrai quand vous aviez 15 ans? Quand j'avais 15 ans, honnêtement, je me posais la question. Je l'admirais, ça c'est certain que je l'admirais, j'avais compris qu'il était un héros, j'étais quand même au courant de ce qu'il avait vécu au Congo. Mais il y avait toujours ce vieux contentieux, quoi, à savoir, elle c'est Patrick. Bon. Et je sais que je le regardais et que je me disais, où est-ce que les gens voient que je suis lui? C'est pas vrai, j'ai rien à voir avec lui. Et je me souviens très bien de cette scène que j'ai vécue à l'âge de 15 ans, où, bon, je ne sais pas du tout ce que j'avais fait pour être insupportable, mais je l'avais été. Et mon père m'avait amené au fond du jardin. Et là, il m'avait hurlé dessus, et il m'avait dit cette chose définitive. Il m'a dit, toi, tu es exactement comme moi, tu n'es rien. Et pour se construire, c'est pas... Oui, et moi je me souviens, je ne l'ai pas dit, mais j'ai pensé, mais parle pour toi, je suis Paris, pourquoi tu dis ça? Puis en même temps, une partie de mon cerveau pensait, mais pourquoi il dit qu'il est rien? Pourquoi il dit qu'il est rien? C'est quoi son problème? Alors, le père aussi doit protéger son enfant. Or, là aussi, je ne dévoile rien en disant que, vous l'avez dit depuis dans la biographie de la fin, vous avez été agressé au Bangladesh, il y a 12 ans et demi, je crois, et vos parents étaient présents, de loin, mais symboliquement et effectivement, votre père ne vous avait pas protégé, n'avait pas su vous protéger. Et d'une autre manière, sur le long terme, on n'en avait pas parlé. On avait mis le couvercle sur cet élément, et donc vous êtes construite sur le silence et sur l'absence de protection de la part de votre père. Oui, c'est vrai, ce que vous dites est très vrai et était très très perturbant. Bon, là, je tiens quand même à souligner le rôle de ma mère, qui, pendant les faits, est allée me chercher, m'a ramenée et a dit « pauvre petite ». C'est exactement la seule parole qui a été dite sur cet événement, mais je vous assure que cette parole m'a sauvée, que je remercie ma mère, que cette parole, ça peut avoir l'air d'être peu de choses, mais grâce à cette parole, j'ai su que je n'avais pas rêvé, que je n'étais pas folle. C'est la seule chose qui a été dite. Mon père n'a même pas eu l'air de... Pourtant, il était là. N'a pas commenté, n'a rien dit. Mais vraiment, aujourd'hui, maintenant, je comprends. Il appartient à une génération, à un milieu où de telles choses ne font pas partie de ce dont on peut parler. Nous avons changé de monde, nous sommes exactement dans le monde inverse. Aujourd'hui, on est dans le monde de l'hyper-commentaire. Un enfant à qui une telle chose arrive est hyper-commenté. Tout le monde en parle. Très honnêtement, je ne sais pas ce qui est pire. Je ne sais pas ce qui est pire de l'excès de parole ou du manque de parole. Moi, je viens du monde du manque de parole. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça vous a permis de créer une œuvre. Oui, mais c'est un miracle. C'est un miracle. On parlait souvent de cette lutte contre votre ennemi intérieur. Voilà. Vous a fait créer. C'est ça. Je suis sortie victorieuse d'une longue lutte. C'est un miracle. Aujourd'hui, vous mettez à l'imparfait. Où vous passez. Vous dites, je suis sortie. Oui. Je ne vous avais pas entendu dire déjà, je suis sortie. Je suis là. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans ce livre que je considère comme nouveau. Il y a quelque chose de plus apaisé. C'est-à-dire qu'en effet, dans l'écriture, vous le savez, dans l'écriture, il y a une colère. On écrit avec de la colère. Oui. Il ne faut pas que cette colère devienne de la haine, sinon bien sûr. C'est destructeur. Alors j'ai essayé d'écrire à partir de la haine, ça ne marche pas. La haine pure ne peut pas être un carburant pour l'écriture. C'est terrible à dire, mais il faut quelque chose de positif pour créer. La haine peut fonctionner comme carburant si on lui ajoute une bonne dose d'amour. Alors, est-ce que la boucle était cette colère que vous aviez peut-être à l'égard de votre père, à son décès, elle s'était transmutée en autre chose? Transformé le plomb en or, si j'ose dire. Je pense que oui. D'abord, je ne lui en ai jamais voulu parce que je crois que j'ai toujours compris. Bon, c'est vrai que c'était un grand dingue, quelque part, qui n'a jamais rien dit. Ni lui, ni ma soeur, ni mon frère, ni personne, non, finalement.
Et en même temps, une partie de moi a toujours pensé, bon, ils n'ont rien dit, mais en fait, qu'est-ce qu'ils auraient pu dire? Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Bon, j'ai toujours su que moi, je dirais quelque chose. Ça, s'il m'était donné d'être témoin d'une telle scène, je dirais quelque chose. En même temps, je comprends la personne qui ne dit rien parce que je ne vois pas très bien ce qu'on peut dire. Bon, ma mère a dit pauvre petite, je l'en bénis. C'était une bonne parole. Je disais tout à l'heure que le titre, qui me paraissait moins évident, hein, ce qu'il a donné à ce livre, c'était l'autobiographie de mon père, mais ce titre, en effet, Premier sang, justement, elle tourne autour de cette clé, il me semble, de l'adolescence. Parce que ce premier sang, c'est à la fois le sang de la violence et de la puberté. Oui, il y a quelque chose de ça. En plus, mon père, lui-même, c'est quand il avait 15 ans qu'il a découvert qu'il était hématophobe, c'est-à-dire qu'il s'évanouissait à la vue du sang. L'enfance est un âge fort et l'adolescence est un âge violent. C'est pas du tout la même chose. Quand on est enfant, on est capable de supporter des choses incroyables, mais incroyables. Et quand on est adolescent, ben on ne les supporte pas parce qu'on n'a plus que la violence pour les supporter. On les ressent à la puissance 25 et on ne sait pas quoi en fait. Et ce premier sang, vous êtes issu, vous. Oui. Dans votre corps coule ce sang à la fois héroïque de votre père, à la fois héroïque et incapable de vous protéger. Oui, c'est vrai que j'ai aussi vécu, je dois bien dire, comme ce balancier. Oui, j'ai vécu comme un paradoxe le fait que mon père ait pu sauver de la mort 1500 otages, mais n'ait rien pu pour sa fille. Et en même temps, je comprenais. Je me disais, qu'est-ce qu'il pouvait faire? Alors la grande leçon de l'adolescence, la question de grandir, l'autre grande leçon, ou la grande leçon du livre, il me semble, est que la parole, le texte, la langue est ce qui peut vous sauver. Et là, je vous cite, « Tant que régnait la parole, je pouvais espérer m'en sortir. » Alors, qui parle à cet endroit-là? Puisque là, vous mettez ces mots dans la bouche de votre père, mais ça résonne tellement vous concernant. C'est tellement vrai. Je pense que ce qui fait un écrivain, bien plus que le talent, la culture, la sensibilité, ce qui fait un écrivain, c'est la prise de conscience du pouvoir insensé du langage. Le jour où on prend conscience de tout ce qu'on peut faire avec le langage, aussi bien en mal qu'en bien, on peut peut-être devenir écrivain. Le langage est vraiment une arme de destruction massive. On peut tuer avec des mots, je pense qu'il nous est tous arrivé au moins une fois dans notre vie, hélas, d'être tué par des mots. Mais ça veut dire que si on peut être tué par des mots, on peut aussi être régénéré par des mots. Les mots peuvent également sauver, peuvent également rendre la vie. Se sauver. Se sauver aussi, bien sûr. On est une vie comme une autre. Je ne sais plus, il y a 4 ans que j'ai lu ce livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec. C'est un livre qui peut paraître très naïf, mais dans lequel il y a est-ce que c'est... Non, c'est le deuxième accord. C'est le deuxième accord Toltec, population d'Amérique du Sud, disant ayez conscience de ce qu'est le langage. Ne parlez pas dans le vide. Le langage, c'est quelque chose de tellement fort que surtout ne le gaspillez pas. N'oubliez jamais qu'avec des mots, vous pouvez faire un mal inouï et vous pouvez aussi faire un bien inouï. Donc ne soyez pas bêtement bavard, faites attention à ce que vous dites. Et on s'aperçoit donc qu'une situation extrême, aussi tragique puisse-t-elle être, comme cette prise d'otage au Congo, permet d'apprendre beaucoup de choses sur soi. Ça a été le cas pour votre père, qui d'une certaine manière a aussi grandi à ce moment-là, mais ça, vous êtes passé par là, puisque la situation extrême pour vous, elle était votre anorexie, oui, qui a failli, ça s'est joué à rien, peut-être un instinct de survie, on ne sait pas, vous avez failli mourir à l'adolescence, oui, mais vous dites, avec le recul aussi, je ne souhaite ça à personne, mais j'ai appris énormément. Oui. Alors, c'est vrai qu'après l'expérience que j'ai vécue tout à l'heure, bon, les choses ont très mal tourné pour moi.
Et j'ai vécu une anorexie extrême. Et j'aurais bien pu y mourir, parce que je ne voyais pas d'issue logique à cette situation. Quand on n'est plus capable de se nourrir, ben, il y a un moment où on va mourir, c'est comme ça. Et je me souviens très bien de moi à 15 ans, donc d'une maigreur inconcevable, tout à coup prenant conscience que je vais mourir, et me disant, si quelqu'un pouvait me dire, si quelqu'un pouvait me dire que je vais continuer à vivre, sans même m'expliquer comment, je serais folle de joie. Et alors, ben, j'ai continué à vivre. Ce quelqu'un, c'était vous-même. Oui, mais là encore, ça s'est fait tout seul. Enfin, ça s'est fait tout seul. C'était affreux. Hein. Donc, 15 ans et demi, finalement, la mort arrive. Hein. Et c'est là que tout à coup, on se constate, c'est la phrase qui fait le verso de mon livre, il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. Donc je vais mourir parce que c'est l'hiver et que je ne peux plus vivre et que voilà, la vie sort de mon corps. Et c'est là que tout à coup, mon corps se sépare de mon âme, mais vraiment. Et tout seul, mon corps me quitte et va manger. Et mon âme est là qui assiste au faire, mais je t'interdis, mais tu n'as pas le droit, tu sais bien que manger c'est le mal, donc je t'interdis. Et mon corps n'écoute pas parce que mon corps a quitté mon âme. Et mon corps va manger. Et c'est au moment même, je l'ai vécu mais comme une horreur absolue. De toute façon, je ne recommande à personne d'avoir son corps qui se sépare de son âme, c'est une expérience affreuse. Mais c'est quand même ce qui m'a sauvé la vie. Dans un grand désordre, parce que quand on se remet à manger au bout de 2 ans... Surtout, voilà, on a 15 ans, on n'a plus mangé depuis 2 ans, on ne sait plus comment on fait. Franchement, on ne sait plus. Puis on ne digère plus rien. Manger est une tragédie, une souffrance. La moindre nourriture fait mal, on est réellement malade. Et en plus, surtout, ne vous imaginez pas que les gens sont là pour vous applaudir. Les gens vous maudissent parce qu'ils voient un spectacle affreux, ils voient une adolescente de 15 ans qui ne sait plus manger et qui réapprend, c'est pas beau à voir. Mais ils ne savent pas quoi faire. Et ils ne savent pas quoi faire. Mais je reviens sur ma question, qu'est-ce que vous avez appris de cette situation absolument extrême? Qu'on ne peut s'en sortir que par soi-même. Aujourd'hui, il y a énormément d'anorexiques qui sont soignés. Très honnêtement, je ne sais pas ce que valent ces soins, je n'en sais rien, moi je n'ai jamais été soignée. Moi, je m'en suis sortie toute seule. Je continue de croire, vu les témoignages que j'ai d'innombrables anorexiques, qu'on s'en sort tout seul. C'est une maladie terrible, l'anorexie, parce que c'est une impasse, c'est une possession. On est tellement possédé qu'on ne voit pas de sortie possible. Et en même temps, il y a un démon en soi quand on est anorexique, parce qu'on voit l'horreur des gens qui vous regardent. Les gens vous regardent avec horreur. Et quelque part, on en a du plaisir. Parce qu'on est singulier aussi, ce qu'on cherche beaucoup. Oui, on est singulier et on voit qu'on s'est mis dans une telle situation de danger que les gens sont épouvantés et quelque part, on a du plaisir de leur épouvante. Vous en parlez souvent dans vos livres de cette extase paradoxale. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis en correspondance avec beaucoup de jeunes filles anorexiques et quelques jeunes hommes. C'est beaucoup plus rare chez les hommes, mais ça existe aussi. Et je ne sais pas quoi leur dire parce que tout le monde me demande, tous les anorexiques me demandent, mais comment on fait pour sortir de là? J'ai toujours envie de leur dire, mais honnêtement, je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on peut en sortir. Pour vous, il y a eu un peu plus tard une lumière au bout du tunnel, et vous en parlez un petit peu dans le livre, par la poésie. Mais par l'écriture, oui, parce que écrire a été un salut tout à fait étrange. J'ai commencé à écrire à 17 ans, sans savoir le moins du monde ce que je faisais, pas du tout avec l'intention de devenir écrivain. Vous savez, il y avait déjà eu un écrivain dans la famille, c'était Pierre Noton. Franchement, vous avez compris après tout ce que je dis que la simple perspective de lui ressembler me donnait des boutons. Pierre Noton est le bar, hein. Voilà. On n'avait pas encore donné son prénom. Donc, devenir écrivain, mais vous n'y pensez pas. La question ne se posait même pas là pour moi. La question c'était, est-ce que j'ai le droit d'écrire? Écrire, j'avais quand même conscience que c'était un acte très fort et que tout le monde n'en avait pas le droit.
qu'il fallait quand même se sentir investi de pouvoirs particuliers pour s'imaginer qu'on allait pouvoir écrire. Et ces pouvoirs, je ne me sentais pas du tout investi d'eux. À 17 ans, j'ai lu un livre qui a totalement changé ma vie, qui est Lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Et quand Rilke dit, pour écrire, il faut être seul, comme l'enfant est seul, bah oui, et puis surtout, il pose l'équation d'écriture en des termes complètement différents que ceux que j'avais pressentis jusque-là, à savoir que jusque-là, j'avais pressenti l'écriture en termes de distinction, d'honneur, de talent, et que Rilke ne pose pas la question de l'écriture en ces termes-là. Il dit au jeune homme qui lui a apporté ses vers, il dit, jeune homme, vous me demandez ce que valent vos vers, si vous voulez, je peux vous dire ce que valent vos vers. Ça n'a aucune importance. La seule question que vous devez vous poser est celle-ci. Est-ce que oui ou non, je peux continuer à vivre sans écrire? Si vous pouvez continuer à vivre sans écrire, alors cessez tout de suite d'écrire. Parce que ça veut dire que votre écriture n'a pas d'intérêt. Si vous ne pouvez pas continuer à vivre sans écrire, alors écrivez, parce que de toute façon, vous aurez du talent un jour. C'est révolutionnaire comme façon de voir l'écriture. Et vous allez trouver par l'écriture ce lieu où vous allez être protégé, où vous allez pouvoir je diminue un petit peu, vous allez pouvoir apprivoiser vos démons intérieurs. Oui, parce que parler de protection, c'est à double tranchant. L'écriture protège autant qu'elle expose. L'écriture, qu'est-ce que c'est l'écriture? C'est la ligne de front. Vous avez peur, ne restez pas en arrière du combat. Allez sur la ligne de front, comme ça, au moins, vous pourrez faire quelque chose de ce qui se passe. Allez sur la ligne de front, bien sûr, c'est une protection, puisque vous avez enfin l'occasion de faire quelque chose, mais en même temps, c'est une mise en danger considérable. C'est exactement ce que je fais tous les jours. Tous les jours, exactement, et d'une certaine manière, pour vous autoriser au monde, vous écrivez avant le lever du jour. Oui. Vous écrivez en gros de 4h à 8h, oui. Et c'est un sas, un sas pour passer vers la lumière, pour entrer dans la lumière. C'est tout à la fois. C'est à la fois une épreuve, parce que c'est très difficile. Une colossale précaution, une gymnastique, un apprivoisement, mais un apprivoisement de Pénélope, puisqu'il doit être refait tous les jours. C'est pas parce qu'on s'est mis les dieux de son côté pendant 24 heures qu'il ne faut pas tout recommencer le lendemain suivant. C'est très fatigant. Parce que vous êtes la seule auteure connue, d'une certaine manière, on n'a jamais trouvé le repos. Je ne trouve vraiment jamais de repos, c'est tout à fait vrai. Je me reposerai dans une autre vie. Parce que les gens, mais vous l'avez dit, c'est que quand tous les auteurs, on pose le stylo, on va laisser reposer le manuscrit, on attend un peu, avant de savoir et tout, mais on va revenir sur ce manuscrit, on va passer du temps, et on va souffler. Je ne souffle jamais. Et vous ne soufflez jamais. Je ne souffle jamais. Quand j'écris le mot fin au bas d'un manuscrit, la seconde d'après, je commence le suivant. Et vous avez essayé de... Oui, bien sûr. Je n'en suis pas capable. Mais en quoi c'est trop grande? C'est la nuit qui est alors là, totale. Oui, la nuit, et tout à coup, j'ai de nouveau 13 ans. Donc, et que c'est pas supportable d'avoir 13 ans, surtout quand on n'a plus 13 ans. Eh bien, je me dirai tout de suite. Alors évidemment, on revient à un premier sang, puisque le paradoxe, le parallèle, est incroyable, puisque on retrouve vous fonctionnez comme les mille et une nuits. Il ne faut jamais que ça s'arrête. Or, qu'est-ce qui se passe avec votre père dans le premier sens? C'est la même chose. Ça ne doit pas s'arrêter, sous peine de mort. Oui. Et vous voyez le parallèle, pour vous, c'est pareil. C'est d'autant plus fou qu'il ne faut pas oublier. Vous le saviez avant que vous connaissiez ce parallèle, ou c'est pendant l'écriture de Premier Sang que vous êtes arrivé ce parallèle insensé? Il a vraiment fallu que j'écrive Premier Sang pour que je comprenne pourquoi c'était tout à fait vrai que Patrick, c'est moi. Je suis née de l'expérience relatée dans Premier Sang. Je suis née de cette expérience de page. C'est quand mon père a réchappé au peloton d'exécution, mais à la seconde où il a réchappé au peloton d'exécution,
que le chef des rebelles est venu, grand sadique, dire à mon père, ah, c'était rigolo, hein, notre petite plaisanterie. Mon père a fait oh, oui, bien sûr, monsieur le Président. Et là, le chef des rebelles, le président, continue. Tiens, monsieur le consul, vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants, monsieur le Président. Vous voulez un 3e enfant? Et mon père répond du tac au tac, cela dépendra de vous, monsieur le Président. Et je suis née de cette réplique. Et alors, ça peut avoir l'air d'un simple mot d'esprit. C'était un mot d'esprit, un diplomate est bien sûr une personne qui fait des mots d'esprit. Sauf que dans ce cas-là, le mot d'esprit a pris corps. Je suis ce mot d'esprit. Et ça explique tellement de choses de moi. Ça explique ce qu'il faut bien appeler une vitalité hors norme, et cette proximité avec la mort, et cette angoisse, et cette conscience de la puissance du langage. En plus, cette sensation qu'il faut recommencer tous les jours, parce que tous les jours, le danger est aussi grand. Alors, depuis L'hygiène de l'assassin, votre premier roman, il y a eu tant de figures, je ne vais pas dire, on va dire masculines, pour ne pas dire paternelles, mais d'ogres, pervers narcissiques. J'ai été très juste, il y a eu des femmes abominables aussi. Aussi, mais beaucoup moins, c'est vrai tout de même. Abominables d'une autre façon, je dirais. Tout à fait. Et depuis, donc, prétexte attaque, le premier, il y en a eu tant. Et est-ce qu'aujourd'hui, avec la figure masculine, la figure paternelle, il y a quelque chose de l'ordre de la réconciliation avec Premier Sang? Et je pense aussi avec son accueil, avec l'accueil de ce livre. Comment vous expliquer? Il n'y a jamais eu de brouille. Hein. J'ai toujours eu le plus profond respect et le plus profond amour pour mon père, mais j'ai toujours ressenti une profonde incompréhension. Je ne comprenais pas mon père. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce bonhomme qui est tellement brillant en public et qui, dans l'intimité, ne dit rien, qui sauve 1500 otages et qui ne sauve pas ses enfants, qui m'aime et qui ne me dit rien quand je meurs. Qu'est-ce que c'est que cet homme qui m'a toujours dit « J'ai tellement souffert de ne pas avoir un père » et qui n'est pas capable d'être un père pour moi, mais qui l'est quand même. Parce que je ne dirais certainement pas qu'il a été un mauvais père. Il a fait ce qu'il a pu. Et finalement, aujourd'hui, je vois qu'il a été un très bon père. Parce qu'il m'a fait confiance. Ah, magnifique. Oui. Donc, en quelque sorte, on serait passé de Pierre Nothomb, le Barbe Bleue, pour reprendre un autre... C'est un peu excessif quand même. Allez. Un peu excessif. Ouais. Pierre Nothomb était un personnage certes critiquable, mais il n'a quand même jamais dévoré ses enfants. C'est pas la peinture que vous en faites. Donc, pour moi, c'est de la dévoration. Hein. Moi, ça me suffit amplement, comme vacherie à son sujet, de dire que c'était un très mauvais poète. Et vous régalez, vous y allez tranquille. J'espère qu'il n'y a pas de Nothomb dans la salle. Quand il y a un Nothomb dans la salle, comment oses-tu dire que tu es un très mauvais poète? C'est impossible. C'est un Nothomb dans le livre qui dit que c'est de la très très mauvaise poésie, puisque c'est d'un de ses fils qui Oui, alors ça m'a été dit en effet textuellement par ce même fils. Cela dit, j'ai lu ses poèmes, je me suis fait une opinion par moi-même, c'est vraiment pas le genre de poésie que j'aime. Hein. C'est ce que j'appelle des poèmes, vous voyez. C'est emboulé, il y a des diérèses et des synérèses tout le temps, voilà, c'est... Voilà. Moi, je vous disais, on est passé de Pierre Nothomb, d'une certaine manière, à Patrick Nothomb. Oui. Donc, la bienveillance, mais qui reste mystérieuse. Oui, ça reste mystérieux pour moi, parce que finalement, je ne comprenais pas très très bien mon père. Je pense que j'ai passé mon enfance et mon adolescence à le regarder en disant, mais qui est-il? Quel drôle de type quand même. Et sur la question du deuil, par rapport à ce deuil qui est inachevé, oui. Par rapport à ses funérailles, est-ce que ce livre, pour boucler la boucle, est-ce que ce livre clôt oui. ou apaise sur cette question-là? Ce livre a été une expérience incroyable. J'ai envie de dire que ce qui m'est arrivé le plus grand avec mon père est arrivé après sa mort. Quand il est mort, a commencé entre lui et moi un dialogue comme il n'avait jamais eu lieu de son vivant. Et je tiens à dire que je pense vraiment que ce n'est pas un dialogue fantastique. Vraiment, j'entendais mon père qui me parlait, et qui me disait des choses essentielles que j'avais besoin d'entendre. Et 6 mois après sa mort, j'ai donc commencé à écrire ce livre. Là, c'était même plus fort que du dialogue.
Je lui ai dit, papa, tu veux parler? Tu lui parles tout le temps, c'est pas normal, tu attends quelque chose. Tu veux parler, c'est le moment, parle. Je suis l'écrivain, comprenez-nous bien, c'est moi l'écrivain de ce livre. Je tiens à le dire parce que je reçois des lettres des gens qui disent, mais finalement, c'est qui a écrit Renaudot, c'est votre père ou vous? Bon, soyons clairs, c'est quand même moi, c'est moi qui venais la plume. Mais j'étais habitée par mon père pendant que j'écrivais ce livre. J'étais habitée par lui. Et je l'étais très concrètement, c'est-à-dire que j'écrivais ce qu'il n'avait jamais dit. Non pas les faits que je connaissais tous, mais les sentiments, les émotions qu'il n'avait jamais dit. Et régulièrement, je m'arrêtais, je disais, papa, ça s'est vraiment passé comme ça, c'est vraiment ça que tu as éprouvé. Je sentais un assentiment. Le plus fou a été la fin. Donc là, j'étais au château du Pont. C'était l'hiver 2020-2021, début janvier 2021. Je suis assise au bureau de mon père. C'est fort déjà d'être assise au bureau de son père et d'écrire le livre de son père. À mes horaires, donc entre 4h et 8h du matin, l'hiver, donc la lumière est allumée. Puis j'écris cette réplique, cela dépendra de vous, Monsieur le Président. Tout à coup, je me demande, tiens, c'est pas mal comme fin. Et si j'arrêtais le livre là? Et si j'arrêtais le livre là? La lumière s'éteint. Je dis, papa, donc, ça veut dire que tu es d'accord, en fait, le livre s'arrête là. La lumière se rallume. Tout est écrit, en quelque sorte. C'est complètement dingue. Merci infiniment pour ce dialogue que j'espérais, voilà, qui me comble. J'espère qu'il vous a comblé tout autant. Merci infiniment. Merci, Amélie Nothomb. Évidemment, Amélie Nothomb reste avec nous cet après-midi. Les dédicaces seront lieu au foyer du théâtre. Prenez un peu de temps à vous, parce que les dédicaces prennent un peu de temps, parce qu'elles sont tellement uniques avec vous. Et la sortie du théâtre se fera par le fond de la salle, s'il vous plaît. Merci pour votre venue.